L'organisation de m'avoir invité, d'être là, de vous parler d'un sujet passionnant. C'est un sujet qui est frontière entre l'urologie et la gynécologie, c'est l'urogynécologie. C'est un sujet qui a passionné les chirurgiens et les gynécologues depuis plus d'un siècle, où on a pu décrire plus de 150 interventions chirurgicales, d'où l'intérêt de cette question aujourd'hui. Comme introduction, l'incontinence urinaire est un handicap fréquent. Une femme sur 3 souffre d'incontinence urinaire gênante. La prise en charge médicalisée est très faible, car l'impact psychosocial est diversement apprécié. Il y a des patients qui vivent ça comme une gêne, une honte, elles n'en parlent pas, c'est un sujet tabou, alors que d'autres, elles vivent ça comme une fatalité liée au vieillissement. Les connaissances en matière de statique pelvienne se sont approfondies et sont à la base d'une nouvelle procédure chirurgicale mini-invasive. Vous allez me dire encore une autre, après les 150 qui ont été déjà décrites, et sont à la base du soutènement sous-urétral à l'aide d'une bandelette de prolène. C'est le TVT, TOT, c'est le début de l'ère des bandelettes sous-urétrales. Comme définition, ce sont des définitions qui sont données par l'Internationale Société Continence. L'incontinence urinaire est une perte involontaire d'urine issue par le méa urétral. Je m'arrête là un petit moment pour vous dire que, par cette définition, on élimine tout ce qui n'est pas incontinence urinaire, c'est-à-dire une fistule vésico-vaginale ou alors un abouchement ectopique de l'urtère. L'urtère, il s'abouche normalement dans la vessie. Quand il est ectopique, il s'abouche soit au niveau du col vésical ou bien au niveau de l'urètre. Je continue. Donc cette perte involontaire d'urine, elle est objectivement démontrable. On la voit. Et elle constitue un problème social et d'hygiène. On décrit une incontinence urinaire à l'effort. C'est une perte involontaire d'urine lors d'une élévation brutale de la pression abdominale. La femme, elle tousse, elle perd ses urines. Elle éternue, elle perd ses urines. Elle fait sa prière, elle perd ses urines. Et tout dépend du degré de l'effort et de la poussée abdominale. On distingue aussi l'incontinence urinaire par instabilité vésicale qui rassemble deux aspects. Un aspect clinique. L'incontinence urinaire par urgence, c'est une perte d'urine avec un fort besoin irrépressible d'uriner. C'est-à-dire, vous êtes en train de plucher vos pommes de terre, vous avez envie d'uriner, vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes. Sinon, vous les perdez. Habituellement, entre le premier besoin et le deuxième besoin, il y a ce qu'on appelle un délai de sécurité qui est variable en fonction des personnes. Il peut aller de 1 heure, comme il peut donner 30 secondes. Donc, plus la durée de comment s'appelle ça, le délai de sécurité est réduit, plus l'urgence elle est importante. Le deuxième aspect, c'est l'incontinence vésicale. Ça, ce sont les urodynamiciens qui la définissent comme une survenue spontanée ou provoquée de contractions désinhibées lors de la phase de remplissage à la cystomanométrie, alors que le réflexe mictionnel est inhibé. C'est un diagramme normalement que les gens qui s'intéressent à l'incontinence urinaire que vous connaissez. C'est l'étude épicante en Norvège en 2000 sur 20 000 patientes où on constate que la prévalence de l'incontinence urinaire, elle augmente progressivement jusqu'à l'âge de 50 ans où elle atteint un plateau à 30%, puis elle augmente après l'âge de 70 ans. Il y a une étude française en 1992 avec Miner et Jacquetin sur 2900 femmes au-delà de 18 ans qui rapporte une prévalence à 107%. Toujours avec le même diagramme et l'étude épicante, on constate que la prévalence de l'incontinence urinaire à l'effort est maximale avant l'âge de 50 ans et que l'instabilité vésicale prédomine au-delà. L'incontinence urinaire à l'effort est la cause la plus fréquente des fuites urinaires. Elle est de 50%. Elle est mixte dans 30%. Et dans 20% des cas, cette incontinence urinaire, elle est due à l'urgenturie. Cette incontinence urinaire, elle altère la qualité de vie. Elle est plus marquée en cas d'urgenturie, c'est-à-dire vous êtes en train de donner un cours et puis vous avez vos urines qui coulent. Contrairement à l'incontinence urinaire à l'effort, c'est quand vous faites un effort que vous perdez les urines. Il y a certaines femmes qui adoptent des comportements mictionnels pour prévenir ces fuites, alors que l'urgenturie, on n'y peut rien. Donc c'est des femmes qui vivent ça comme un sentiment de honte, qui se replient sur soi, ne vont pas au théâtre, ne vont pas au cinéma, ne vont pas aux fêtes. Enfin, c'est le repli sur soi. Les conséquences sociales sont importantes en termes de coûts.
Aux États-Unis, le coût a été évalué de 16 à 26 milliards de dollars par an. Et enfin, les troubles sexuels sont très fréquents et peuvent être de source de perturbations psychologiques. Je pourrais même citer des cas de divorce. Les facteurs de risque. L'incontinence urinaire chez la femme, elle est multifactorielle. Il n'y a pas un seul facteur qui intervient. Vous avez l'obésité. Les femmes avec une incontinence urinaire à l'effort ont un IMC, un indice de masse corporelle, ou comme a dit mon ami Célène, un BMI plus élevé. L'excès de poids chez les femmes obèses augmente la pression abdominale et intravésicale, ce qui engendre des lésions musculaires, des lésions conjonctives et de dénervation du plancher pelvien. Le gros lot, c'est la parité, la grossesse et l'accouchement. La parité, on dit que la fréquence de l'incontinence augmente chez les femmes avec plus de 3 enfants, alors que c'est le premier accouchement qui conditionne l'avenir du périnée de la femme. La grossesse. C'est l'étude d'Épicante qui a rappelé que 5 à 85% des femmes présentent une incontinence urinaire d'effort lors de la grossesse. Cependant, elle disparaît généralement après l'accouchement. Une étude intéressante de Victor en 2000 sur 278 femmes suivies pendant 5 ans après le premier accouchement qui révèle que l'apparition d'une incontinence urinaire à l'effort au premier trimestre de la grossesse ou pendant les couches augmente le risque d'incontinence urinaire à 30%, 5 ans après le premier accouchement, que les femmes sont troubles urinaires durant la grossesse. L'accouchement, le risque d'incontinence urinaire est plus important quand le premier accouchement survient après l'âge de 25 ans. Il est de 27% entre 26 et 35, 41% à partir de 36 ans. Le mode d'accouchement est le principal facteur d'incontinence urinaire à l'effort. 65% après l'accouchement, par un accouchement vaginal, et 35% après une césarienne en urgence, non une césarienne programmée, ce qui est totalement différent. La survenue d'une incontinence urinaire à l'effort dans le postpartum est corrélée avec la longueur de la seconde phase du travail, au-delà de 1 heure. Un périmètre crânien supérieur à 35 cm, un poids de naissance supérieur à 4 kg, et enfin, l'épisiotomie et l'extraction instrumentale peuvent intervenir dans la genèse d'une incontinence urinaire à l'effort. Cette plaque-là illustre un peu la distension du plancher pelvien lors de l'accouchement. Vous voyez la distension des muscles, comment ça se passe? Voilà. Il y a des facteurs iatrogènes. L'hystérectomie, on a toujours pensé que l'hystérectomie est un gros facteur de risque d'incontinence. Mais hélas, non. Ce n'est pas vrai. Des études ont montré que 1,6% d'incontinence urinaire après hystérectomie chez les femmes de plus de 60 ans. Donc, hystérectomie n'est pas égale à une incontinence urinaire. Par contre, la radiothérapie pelvienne pour un néo du col utérin peut entraîner une fibrose périurétrale, c'est-à-dire vous avez un urètre c'est un tube rigide, aucune mobilité. La ménopause et l'imprégnation œstrogénique. L'hypoœstrogénie de la post-ménopause est responsable de l'atrophie muqueuse de l'urètre. C'est la sécheresse de muqueuse que vous connaissez bien. La rôle de la dénervation qui est suspectée dans une femme qui accouche, quelques jours après, vous l'examinez, vous la recevez, vous avez un vagin qui est dilaté, elle est incapable de le contracter. Et sur le plan électrophysiologique, on constate qu'il y a un allongement du temps de latence motrice distale des muscles releveurs. Enfin, des facteurs histologiques, c'est l'altération du métabolisme de collagène et l'altération des fibres musculaires. Une étude a été faite pour voir s'il existait une corrélation entre incontinence urinaire et la polyarthrite rhumatoïde. Absolument rien du tout, aucune relation. Sur le plan physiopathologique, tout ça c'est récent, c'est à partir des années 90. On distingue 2 types d'incontinence urinaire à l'effort. Il y a l'hypermobilité cervico-urétrale qui donne une incontinence urinaire par hypermobilité. C'est-à-dire, il y a une altération du support anatomique de l'urètre. On appelle ça le hamac conjonctivo-musculaire qui a été décrit par l'Américain Delancey en 90. Puis, en 95, à Uppsala, en Suède, Ulmsten, qui s'appuie sur le défaut de soutènement, d'épaulement sous-urétral lors des poussées, décrit une nouvelle technique novatrice, mini-invasive de soutènement de l'urètre moyen par une bandelette de prolène. C'est le début de l'ère des bandelettes sous-urétrales. C'est la technique TVT, tension, free, vaginal TEP. L'implantation d'une bandelette sous-urétrale sans tension.
Là, je vous fais exprès de vous mettre plusieurs plaques comme ça pour bien comprendre le mécanisme de cette hypermobilité. Et j'ai parlé aussi du hamac sous-urétral, la planche A. Regardez en vert. En vert, vous avez le hamac conjonctivo-musculaire. La pression abdominale, quand on tousse, elle est transmise à l'intravésical et elle comprime l'urètre quand un support qui est stable. Il n'y a pas d'hypermobilité. Le support, il est bon. Contrairement au schéma B, il y a une défaillance de support. Regardez l'ouverture du col vésical. Donc, c'est le départ d'un réflexe prématuré de miction, c'est la fuite urinaire. Contrairement au schéma C, s'il y a des gynécologues, c'est une importante urétrocystocèle. Nos maîtres décrivaient ça comme le prolapsus providentiel de la continence. En fait, il n'y a pas de providence là. C'est l'anatomie qui permet d'expliquer grâce à ce hamac en verre qui est solide. C'est lui qui est garant de la continence et non la providence. Là en bas, j'arrive pas à voir. À gauche, là, l'image en bas à gauche, là, ça vous montre le déplacement, l'hypermobilité. Et merci. Voilà. Ici, ce sont les éléments qui interviennent. Je préfère vous voir dans l'image la prochaine, vous comprendrez mieux. Voilà. Le hamac conjonctivo-musculaire, il est constitué, ce que vous voyez là, comme un hamac, c'est le muscle releveur. En avant, nous avons les ligaments pubo-urétraux qui se continuent pour faire constituer voilà, le hamac sur lequel repose l'urètre. Quand tu as une pression abdominale, ça remonte, ça donne un support solide et ça ferme la lumière urétrale. Contrairement ici, où il y a une déchirure d'un des éléments, d'un des éléments qui appartient au hamac, et ça entraîne une hypermobilité, ouverture de l'urètre et fuite urinaire. Là aussi, on a comparé la continence exactement comme un tuyau d'arrosage que l'on met soit sur un plan dur, sur une dalle, ou bien sur du sable. Là, vous voyez, vous le mettez sur du sable, ça coule, il n'y a aucun support et ça sort. Contrairement à cette image-là, vous voyez, vous le mettez sur un plan dur, ça répand, vous écrasez le tuyau, il n'y a aucune fuite urinaire. Ça, c'est l'effet dalle. Voilà. Le deuxième mécanisme d'incontinence urinaire à l'effort, c'est l'insuffisance sphinctérienne qui est responsable d'une béance du col vésical ou alors une incompétence du col qui est suspectée devant une incontinence urinaire pour des efforts minimes. La bonne dame, elle est dans son lit, elle se retourne pour changer de position, elle perd ses urines, ou alors une dame qui a subi un antécédent de chirurgie de l'urètre. Le diagnostic n'est posé qu'à la profilométrie urétrale. L'étude clinique, je rappelle d'emblée que l'incontinence urinaire d'effort est un diagnostic d'interrogatoire et d'examen clinique. À la limite, on peut se passer de tous les autres examens. L'interrogatoire est la première étape essentielle qui permet d'abord d'établir une relation de confiance avec la patiente, de préciser l'ancienneté des troubles et leur évolution et l'éventuelle thérapeutique prise, une rééducation des anticholinergiques et pourquoi pas un antécédent de traitement de l'incontinence. Les antécédents obstétricaux, gynécologiques et la chirurgie sur le pelvis. Permet d'évaluer la quantité des fuites. Vous demandez combien de couches elle porte par jour, ou alors des serviettes, enfin, le nombre de garnitures. Et les circonstances de survenue, soit à l'effort, vous avez plusieurs types d'efforts, ou alors par urgenturie, ou bien les deux associés. L'examen clinique, il se fait à vessie pleine sur une table gynécologique, en position gynécologique. Il faut observer la fuite. Il faut que les urines sortent à l'effort, qu'on lui demande de tousser, et que les urines sortent par le méa urétral. Et une fois qu'on a constaté cette fuite-là, il ne faut jamais se mettre en face de la malade, mettez-vous toujours de côté. Parfois, vous avez souvent des fuites en jet, donc vous risquez d'être arrosé. Donc, mettez-vous de côté. Et ensuite, une fois qu'on a constaté cette fuite-là, on fait les manœuvres de soutènement sous-urétral. Je les ai schématisés ici. Vous avez à gauche la manœuvre de Bonnet, qui est la plus ancienne. L'index et le majeur de parodote de l'urètre, refoulant les cul-de-sac paravaginaux. En cas où la fuite urinaire disparaît, on dit que le test est positif. Et ça confirme le défaut de soutènement de l'urètre. Et quand il est négatif, depuis 1995, depuis Ulmsten, il y a le test Ulmsten, ou bien le stress test, ou bien le test TVT.
à l'aide de deux cotons-tiges que l'on met de part et d'autre de l'urètre à 1 cm, du méa urétral, on exerce une petite pression et on constate est-ce que les urines disparaissent ou la fuite elle disparaît ou ne disparaît pas. Quand elle disparaît, ça laisse un bon présage pour le traitement chirurgical. Et aussi, c'est pour vous dire que quand le test TVT, ça confirme l'hypothèse d'une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne. L'examen gynécologique, je me suis axé habituellement, on commence par l'inspection au lieu de commencer. Là, j'ai fait le chemin inverse. Je voulais insister, c'est comment examiner, constater une fuite urinaire. L'examen gynécologique, on regarde la vulve si elle est fermée ou elle est ouverte. Ça, c'est pour voir s'il n'y a pas un prolapsus associé. L'examen au spéculum, le prolapsus. Le toucher vaginal, c'est essentiellement pour réaliser le testing musculaire qui va de 0 à 5. Normalement, vous connaissez tout ça. De 0, c'est absolument rien du tout, alors que le 5, c'est une très forte contraction des muscles de l'éleveur. Là, avant d'entamer l'imagerie, je vous dis que dans le diagnostic de l'incontinence urinaire, des fois, la cystographie rétrograde mixtionnaire n'est pas systématique. On n'a pas besoin. J'ai dit que c'est un diagnostic d'interrogatoire et d'examen clinique. Mais si on venait à le faire, on va constater cette hypermobilité, la jonction cervico-urétrale qui descend au-dessous du bord inférieur de la symphyse pubienne. Là, la béance du col vésical. Vous voyez le col vésical qui est béant. Mais cependant, ça ne suffit pas pour dire qu'il s'agit d'une insuffisance sphinctérienne. Il n'y a que le bilan urodynamique à la profilométrie qui va nous dire à combien elle est la pression de clôture. L'échographie suspubienne, elle est peu contributive en matière d'incontinence urinaire. Cependant, elle est intéressante chez des patientes qui se plaignent beaucoup d'urgenturie. On doit rechercher une épine irritative. Est-ce qu'il n'y a pas une lithiase vésicale qui est en train de chatouiller le détrusor et qui emmène la malade à aller uriner plusieurs fois? On nous permet aussi d'éliminer une tumeur de vessie. Ça existe, une tumeur de vessie chez la femme. Le bilan urodynamique. Le bilan urodynamique en matière d'incontinence urinaire. Je vous dis tout de suite. L'incontinence urinaire d'effort pur, c'est-à-dire non associée à l'urgenturie, on peut se passer du bilan urodynamique. Par contre, si elle est associée, j'en ai vu tout à l'heure, dans la moitié des cas, elle est associée à une urgenturie. Soit elle est mixte, ou bien avec une urgenturie. À ce moment-là, il ne faut pas passer à côté d'une instabilité vésicale, facteur prédictif d'un mauvais résultat si on doit opérer la patiente. 3 paramètres sont à étudier dans le bilan urodynamique. La débimétrie. Il faut éliminer une dysurie. La débimétrie, c'est un volume sur le temps. Et que pour qu'elle soit interprétable, la débimétrie, il faut que le volume uriné soit supérieur à 150 millilitres. Si c'est moins, il faut refaire, ça ne vaut pas le coup, ça ne nous apporte rien du tout. Le débit maximum est de 20 à 25 millilitres par seconde. Le deuxième paramètre, c'est la cystomanométrie qui permet d'étudier le comportement vésical lors du remplissage. Elle permet d'avoir la capacité vésicale fonctionnelle. Une vésie normale, elle contient de 300 à 500 cc. Elle permet de nous dire à combien est le premier besoin. Il est normalement au-delà de 150 cc. Moins de 150 cc, vous allez avoir, la femme, elle vous dit à 50, commence à remplir, elle vous dit que j'ai envie d'uriner. Ça traduit une urgenturie. Donc, la cystomanométrie, elle permet de reproduire la physiologie. Enfin, donc j'ai dit la pression du premier besoin. Et enfin, est-ce qu'il existe des contractions désinhibées ou pas? Des contractions anarchiques. Le muscle vésical qui se contracte de façon anarchique. Et est-ce que cette contraction désinhibée, elle s'accompagne d'une fuite urinaire ou pas? Ça traduit une instabilité vésicale. Enfin, le dernier paramètre qu'on étudie lors d'un bilan urodynamique, c'est la pression de clôture. On parle d'insuffisance sphinctérienne pour une pression de clôture inférieure à 30 cm d'eau. Les traitements de l'incontinence urinaire, ils sont nombreux. La rééducation pelvipérinéale, elle est incontournable. Le traitement médical, essentiellement des anticholinergiques, et enfin, le traitement chirurgical. La rééducation pelvipérinéale, il est double. Elle permet d'apprendre à la patiente de se servir de la musculature du périnée en utilisant le biofeedback. Il y a des femmes qui ne savent pas reconnaître le muscle. Quand vous les examinez pour faire un testing musculaire, vous mettez les 2 doigts enrochés dans la cavité vaginale et vous lui demandez de faire un effort de retenue. Vous constatez que cette bonne dame, elle fait l'effet inverse. Elle ne sait pas. Donc il faut lui apprendre à prendre connaissance de son périnée. Enfin, il faut développer la musculature du sphincter et du périnée.
Cette rééducation, elle s'adresse à toutes les incontinences. Elle est toujours nécessaire en première intention et ses résultats sont variables. Très souvent, on donne de bons résultats, mais ils s'altèrent avec le temps. Le traitement médical, vous connaissez tous. Ce sont les anticholinergiques. Ils sont efficaces. Ils permettent de faire disparaître les contractions désinhibées, allonger le premier besoin, au lieu qu'il soit à 50, il va arriver à 200, donc augmentation de la capacité physicale fonctionnelle et permet d'améliorer le contrôle mictionnel. Donc disparition de l'urgenturie et disparition de l'incontinence urinaire par urgenturie. Cependant, ils ne sont pas dénués d'effets secondaires, ils entraînent une diminution de la sécheresse de la bouche, des muqueuses, une constipation. Ils sont contre-indiqués au cas de glaucome à angle fermé. Il faut faire attention chez les patients qui ont du trouble du rythme. Il y a le ditropam, vous le connaissez. Le ditrizitol, on n'en a pas chez nous. Le Cérisson, on ne l'a pas. Mais le dernier qui est arrivé en Algérie, c'est le Vésicaire. Il est bon, il a un bon profil de tolérance. Le Mirabegran, c'est le dernier qui est arrivé sur le marché. On n'a pas en Algérie, ni en France. Il coûte trop cher. Les médicaments qui augmentent le tonus urétral, c'est-à-dire le verrouillage vers le bas. On ne les utilise pas. Il y a l'éphédrine, vous voyez les effets secondaires de l'éphédrine, il y a l'hypertension, la palpitation. Un espoir avec la duloxétine. Il était indiqué pour l'incontinence urinaire à l'effort modéré ou bien sévère. Cependant, il a été retiré du marché parce qu'il y a eu des cas suicidaires qui ont été rapportés, beaucoup utilisés en psychiatrie. La desmopressin, j'en passe, on n'utilise pas, c'est le mini-rein. Les œstrogènes, où on a parlé tout à l'heure de l'atrophie des muqueuses, elle permet d'améliorer la trophicité des tissus. Cependant, l'efficacité, on a parlé du traitement hormonal substitutif. Il est controversé, semble ne rien donner. Le traitement chirurgical, ils sont nombreux. Le traitement chirurgical s'adresse aux patients qui ne répondent pas ou alors chez qui la rééducation n'a absolument rien donné. Ce sont les bandelettes sous-urétrales, les TVT, le TOT, tension free vaginal tête, la bandelette TOT, on utilise la voie transobturatrice, et la TVTO, c'est transvaginal, transobturatrice, il y a des schémas pour tout à l'heure. L'ancienne Birch, la colposuspension, qui pendant très longtemps a été le traitement de référence de l'incontinence urinaire à l'effort jusqu'aux années 95. Cependant, combien même elle avait donné des espoirs, de bons résultats, mais c'est des résultats qui, au bout de 5 ans, deviennent mauvais avec beaucoup d'instabilité vésicale. Et le repos sur du base physiopathologique qui sont devenus obsolètes. C'est la théorie la théorie d'Enorning, le vase clos où la vessie et l'urètre sont dans la même atmosphère manométrique. Il y a des injections périurétrales, il y a des schémas, ballons gonflables et le sphincter enfin. Quant au traitement de l'hyperactivité vésicale, quand ça ne marche pas avec le traitement anticholinergique, il y a la toxine botulique qu'on fait ici en Algérie, la neuromodulation que l'on ne fait pas, et on pourrait être amené à faire une entérocystoplastie d'agrandissement. Les bandelettes susurétrales, c'est le traitement de référence depuis 1995. Le principe, c'est de soutenir l'urètre moyen par une bandelette en prolène. C'est une chirurgie mini-invasive, elle est efficace, sûre et reproductible. Ces complications sont rares, c'est la perforation de vessie chez des chirurgiens en début d'expérimentation, ou alors ça peut arriver pour un chirurgien chevronné, mais qui est pressé. Il y a une autre complication due à la proximité des bandelettes avec l'urètre, c'est l'urgenturie de nouveau. L'urgenturie de nouveau, c'est une patiente qui se plaint uniquement d'incontinence urinaire. À l'effort, dès que vous placez la bandelette, elle vous revient un mois après pour vous parler que de l'urgenturie. Ça, c'est l'urgenturie de nouveau. Les résultats sont stables, ils sont bons. 80% de guérison. Les femmes sont sèches. Le lendemain, vous lui enlevez la sonde urinaire, elle est sèche. Enfin, comme j'ai dit, les chirurgiens pressés, il faut nécessiter de respect de la procédure comme à la cook-book, comme disait Ulmstein. La seule contre-indication des bandelettes sous-urétrales, c'est un antécédent de chirurgie de l'urètre. Une femme qui a eu un antécédent de diverticule urétral, qui a été opérée, c'est pas bien de placer une bandelette. Soyez certain que la bandelette, elle va éroder l'urètre et elle va passer dans la lumière urétrale. J'ai eu un cas dans le début de mon travail. Voilà, la bandelette TVT, c'est la première, donc je disais, donc c'est la suspension verticale. Voilà. La bandelette, elle sort en rétropubien. Là-bas, c'est la suspension
horizontale avec la bandelette transobturatrice. La bandelette TVT regagne de l'intérêt ces dernières années. Elle est beaucoup plus indiquée dans les insuffisances sphinctériennes ou alors après échec d'une première bandelette TOT. La colposuspension de Burch, donc je disais tout à l'heure, c'était le traitement de référence jusqu'aux années 90, puis elle a été abandonnée, mais elle pourrait garder une indication chez les dames chez qui on ne peut pas proposer une bandelette. Par exemple, une dame qui a eu un antécédent de chirurgie de l'urètre, on peut lui proposer un Burch. Voilà le Burch qui consiste à mettre 2 points de part et d'autre de l'urètre et de tendre la cavité vaginale exactement comme la membrane d'un tambour. Mais ces complications, c'est surtout l'instabilité vésicale et peut donner un prolapsus secondaire. Alors, au cas d'échec de la bandelette susurétrale, que proposer aux patientes? Il y a 3 possibilités. Il y a les injections périurétrales, les ballons ajustables et le sphincter artificiel. L'injection périurétrale consiste à injecter sous la muqueuse urétrale à l'aide d'un cystoscope un agent comblant. On avait utilisé avant du PTFE, polytétrafluoroéthylène. Les migrations cérébrales ont entraîné des embolies, ce qui a fait abandonner ce malade. Actuellement, le seul qui est utilisé, c'est Bulkamid. Désolé, nous ne le faisons pas en Algérie. Ces avantages, c'est facile à faire, c'est rapide, en ambulatoire, une faible morbidité. Cependant, il est difficile de trouver exactement la dose qu'il faut donner comme produit pour assurer une bonne fermeture de l'urètre. Cependant, il faut refaire 6-8 mois après, il faut refaire des injections. C'est-à-dire les résultats ne sont pas stables. Voilà comment ça se passe. Non, pardon. Vous voyez là, ça c'est une incompétence de l'urètre. C'est une dame déjà opérée, c'est une insuffisance sphinctérienne, le col il est béant. On commence à injecter, on commence à avoir une fermeture, voilà le cystoscope, et voilà l'aspect final. C'est des images que je dois à René You lors de mon passage à Onimandol. On ne les fait pas en Algérie. Enfin, le ballon ajustable. Le principe, c'est de placer de part et d'autre de l'urètre des implants en silicone, voilà, c'est des ballons, qu'on peut gonfler pour ajuster. On gonfle avec du sérum, avec un peu d'iode pour qu'il soit radio opaque, et on donne une bonne compression pour éviter les fuites urinaires. Là non plus, on ne les a pas. Enfin, le dernier, c'est le sphincter artificiel qui a pour objectif de remplacer intégralement les structures anatomiques de l'urètre. Il comporte une manchette autour de l'urètre, le ballon réservoir près de la vessie et enfin la manchette qu'on implante au niveau de la grande lèvre et que la malade puisse actionner avec ses doigts. En conclusion, en matière d'incontinence urinaire à l'effort chez la femme, les connaissances actuelles des mécanismes physiopathologiques et les progrès technologiques se traduisent par une meilleure qualité de vie. Je vous remercie.